Bonjour à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va parler du Bitcoin, de l'Ethereum. On va ensemble regarder un petit peu où on en est avec ces crypto-monnaies. Donc ça va être une vidéo qui va reprendre un peu les fondamentaux et je vais donc vous parler de la façon dont je vois évoluer ce marché des cryptos depuis maintenant pas mal de mois. Alors, c'est un marché qui évolue très vite, donc les avis et la façon dont on le voit peut aussi évoluer très vite. Donc aujourd'hui, moi, je ne vois plus ce marché comme je le voyais il y a encore 6 mois. Et ce qui a beaucoup changé, c'est la façon dont je vais regarder ce qui se passe autour d'Ethereum. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vous dirais que euh, ce qui est, vous le savez, pour moi, je suis un investisseur très long terme dans les cryptos. Alors spécifiquement dans le Bitcoin. Donc certains autour de moi d'ailleurs m'appellent un maximaliste. Je me considère pas vraiment comme un maximaliste dans le sens où les maximalistes en général rejettent toutes les autres cryptos. C'est pas mon cas. C'est pas mon cas, mais en revanche, clairement, le Bitcoin pour moi est totalement à part et j'avais d'ailleurs déjà fait des vidéos pour expliquer cela. Alors aujourd'hui, ça a évolué dans le sens où je vois ce qui pour moi a changé depuis 6 mois et disons depuis 3, 4 mois, c'est la façon dont je perçois Ethereum. C'est-à-dire que très clairement, le Bitcoin, non seulement je le mets à part de tout le reste des cryptos, je le mets carrément dans une case totalement isolée de tout le reste. Le Bitcoin, pour moi, est devenu un actif de réserve. Alors, entre parenthèses, il est possible que les propriétés de monnaie d'échange du Bitcoin reviennent en force dans les mois à venir, avec les énormes évolutions auxquelles nous assistons avec le Lightning Network. Mais bref, euh, peut-être j'y reviendrai à la fin de cette vidéo. Ce que je voulais dire, c'est que le Bitcoin est aujourd'hui complètement à part. C'est un actif qui est, à mon avis, de moins en moins risqué et qui est un actif qui a le même statut, si on le considère en tant que réserve de valeur, que l'or. Et donc, celui-là, il n'est pas prêt de le perdre avec la rapidité du network effect, c'est-à-dire de l'effet réseau auquel nous assistons et qui voit une adoption de plus en plus rapide et exponentielle du Bitcoin. Le Bitcoin, donc, complètement à part. Par contre, ce qui évolue pour moi, c'est la façon dont je vais voir maintenant Ethereum par rapport au reste des altcoins. Dans la case altcoin, dans laquelle on a l'habitude et on entend encore, et on met souvent l'Ethereum, pour moi, l'Ethereum, je le mets cette fois-ci à part dans tout le reste des crypto-monnaies ou crypto-actifs. Alors là, j'ouvre une autre parenthèse, on va y revenir à la fin de cette vidéo. Le fait de savoir si les cryptos sont des crypto-actifs ou des crypto-monnaies est un point très intéressant qui a été soulevé dans un débat absolument fascinant qui a eu entre Michael Saylor et Raoul Pal. Vous le savez, Michael Saylor, qui est quelqu'un que j'écoute beaucoup et qui est un des meilleurs défenseurs, on va dire, en tout cas porte-parole du Bitcoin aujourd'hui, qui lui peut être considéré comme un maximaliste d'ailleurs. Donc, lors d'un débat, le sujet a été abordé et on va y revenir à la fin car c'est un sujet très intéressant. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, Ethereum n'est plus à mettre dans le même panier que le reste des altcoins. Et pourquoi? Parce que je vois Ethereum aujourd'hui comme un petit peu comme ce qu'était le Bitcoin, disons, il y a 2 ou 3 ans. C'est-à-dire que le Bitcoin, pour moi, était une crypto il y a 2 ou 3 ans qui était à part des autres cryptos. Maintenant, vous l'avez compris, j'ai mis le Bitcoin carrément, je dirais, en dehors du panier de toutes les cryptos. Et maintenant, c'est pour moi Ethereum qui commence à prendre ce statut de ce que pouvait être le Bitcoin, c'est-à-dire le vrai, je dirais, euh, indice de tout le reste des altcoins, des projets, etc. Alors bien sûr, il est possible, et c'est là où évidemment Ethereum a un statut très particulier qui n'a pas le Bitcoin, c'est qu'il est quand même soumis à une grosse concurrence par rapport à ce qui peut se faire avec d'autres blockchains comme Solana, comme Polygon, comme Avalanche, etc., etc. Tous ces projets Polkadot qui veulent venir concurrencer la blockchain Ethereum, évidemment, peuvent lui faire du mal. Mais, je mets un grand mais, pour moi, l'Ethereum a acquis un statut qui le met à part. Alors peut-être qu'il va être rejoint dans ce statut par d'autres. Ça, c'est possible. Pour l'instant, je ne les vois pas.
Les seuls pour moi qui ont vraiment le pied presque dans cette case-là pourraient être Binance Smart Chain, mais je le mets quand même toujours dans la catégorie des autres alt, parce que c'est vrai que c'est la blockchain qui pour moi fonctionne le mieux hormis Ethereum, et qui a eu une énorme adoption, mais les autres pourraient bien rattraper ça très vite. Et en plus, avec les problèmes auxquels font face Binance, avec toutes les histoires de régulation qui leur tournent autour, il y a quand même de quoi mettre, disons, être prudent par rapport à Binance. Même si j'apprécie beaucoup, hein, je ne suis pas en train de dire que je n'aime pas Binance, j'apprécie beaucoup ce que fait Binance, je trouve que c'est extraordinaire, leur plateforme est géniale, leur projet, leur Binance Smart Chain, ils sont très très innovateurs. Donc CZ est quelqu'un qui a toute sa place dans le milieu blockchain et surtout qui est clairement un pionnier. Donc j'ai grand espoir que Binance réussisse à régler tous ces problèmes et continue à être un acteur majeur de ce qui se passe. Donc je reviens à ce que je disais, Ethereum à part, comme un étalon de tout le reste. Donc en ce sens, je deviens effectivement un petit peu comme Raoul Pal, et là on va revenir à ce débat qu'il y a eu entre Raoul Pal et Michael Saylor. Je deviens moi-même beaucoup plus bullish, entre guillemets, c'est-à-dire beaucoup plus optimiste sur la suite d'Ethereum que je l'étais il y a encore quelques mois. Voilà, donc je reste néanmoins convaincu que Ethereum est beaucoup plus risqué que Bitcoin, mais il est quand même probable qu'il ait un potentiel de hausse en termes de pourcentage qui soit supérieur à celui de Bitcoin dans les mois qui viennent. Mais c'est toujours pareil, hein, plus vous prenez des risques et plus vous avez des potentiels de hausse élevés, mais aussi des potentiels de baisse beaucoup plus violents que vous ne l'auriez avec Bitcoin. Voilà pour ce que je voulais dire là-dessus. Concernant ce que je voulais donc vous dire à propos de Michael Saylor et ce débat qu'il a eu avec Raoul Pal, alors pour la première fois, je peux dire que j'ai un petit désaccord avec Michael Saylor, hein, donc alors que jusqu'à maintenant, je dirais que je buvais ses paroles parce que tellement il faisait du sens et tellement, je dirais, son approche d'ingénieur, je la trouvais absolument fascinante. C'était, je dirais, pratiquement la première fois qu'on avait une approche aussi structurée et aussi cartésienne de ce qu'était le Bitcoin. Mais là, dans ce débat, le débat est vite arrivé sur cette histoire. Est-ce que le Bitcoin et les cryptos en général sont des crypto-assets ou des crypto-monnaies? Et donc, pour Michael Saylor, le terme de crypto-monnaie est un terme qui ne doit pas être utilisé. Pourquoi? Alors là, c'est là où je pense qu'il y a un biais, si vous voulez, c'est là où je le rejoins plus. Il a un biais évidemment très pro-américain. Alors, si c'est pas pro-américain, en tout cas, c'est le fait qu'il est aux États-Unis, où évidemment, vous le savez, ce débat commence à devenir un débat qui est vraiment sur toutes les lèvres, et notamment Gary Gensler, qui est le président de la SEC, en a beaucoup parlé lors d'une intervention qui a eu lieu il y a quelques jours et qui a fait beaucoup de bruit dans le milieu des cryptos, puisqu'il n'a cessé de répéter que pour lui, la plupart des cryptos actifs, alors encore une fois, je vais employer ce mot-là, hein, des cryptos actifs qui sont sur les plateformes d'échange comme Coinbase, comme Binance, comme FTX, etc., sont des securities. Donc, ça veut dire que la plupart donc ne respectent pas la législation sur les securities, donc sur les produits d'épargne, les produits de placement, selon lesquels Gary Gensler pense que les cryptoactifs devraient être mis. C'est-à-dire que tous ces cryptoactifs devraient respecter la législation de la SEC et donc demander des licences. Alors évidemment, vous imaginez bien que des plateformes, alors décentralisées, cette fois-ci pas comme Coinbase ou Binance, mais des plateformes comme OneInch, vous savez, qui permettent aujourd'hui de faire des opérations quasi équivalentes à ce que vous faites sur Binance, mais de façon complètement décentralisée, la DeFi, tout ça pour lui, c'est totalement, on va dire, illégal. Mais finalement, ça l'est juste par rapport à une législation américaine. Et c'est là où je me détache un peu de ce que dit Michael Saylor, parce que lui, non seulement parle de ça, répète que tous ces crypto-actifs qui sont autres que le Bitcoin sont en danger, et c'est vrai que Gary Gensler ne parle jamais du Bitcoin. Et le Bitcoin, clairement, alors là, dans l'esprit
même de Gary Gensler, il est quasi clair que ce n'est pas un securities, que c'est bien une commodity. Alors si c'est une commodity, comme l'or et comme l'argent, et comme toutes les commodities, comme le pétrole, alors il n'a pas à devoir euh, se plier aux législations des securities. Et les législations sur les commodities sont beaucoup plus simples. Le Bitcoin, d'ailleurs, n'est même pas en contravention par rapport à ces législations aujourd'hui. Mais pour là où je ne suis pas, donc d'abord, c'est le fait que Michael Saylor estime que, en fait, la vérité sort de la bouche du président de la SEC. Bon, ben là, je suis un petit peu en désaccord, même si, évidemment, je ne suis pas idiot, je sais très bien que les États-Unis restent la place majeure et que, bien sûr, toute législation aux US va avoir des répercussions fondamentales sur le milieu des cryptos. Mais sur le point que toutes les cryptos, c'est-à-dire tous les alts autres que le Bitcoin sont des securities, écoutez, ça reste à voir. Mais en dehors de ça même, euh, Michael Saylor parle aussi du Bitcoin et affirme plusieurs fois que, selon lui, le Bitcoin est une commodity, quoi qu'il arrive, et ne peut pas être qualifié en ce sens de crypto-monnaie, n'est pas une monnaie. Alors même là, je vais un peu être en désaccord. Alors, d'abord, encore une fois, pour la première raison qui est tout simplement que, euh, même si c'est le cas aux États-Unis et que les Américains ont décidé que c'était une commodities, alors oui, le Bitcoin, on peut le dire, est une commodities dans beaucoup de pays occidentaux. Et là, même la plupart des pays européens, puisque à partir du moment où vous les vendez et vous en achetez, enfin surtout quand vous en vendez, vous avez un événement taxable. Et le fait que ce soit taxable fait que ça ne peut pas être considéré comme une monnaie. Alors ça, c'est indéniable, il a raison. Mais là encore, ce qui est vrai en Europe ou aux États-Unis ne l'est pas forcément ailleurs. Et c'est vrai que pour être une crypto-monnaie, qualifiée de crypto-monnaie, il faudrait que le Bitcoin soit, au même titre qu'un dollar ou qu'un euro, euh, quelque chose dans lequel vous pouvez faire des échanges sans jamais avoir de taxation dessus. Mais excusez-moi, les amis, mais il existe des pays, clairement, et qui l'ont montré notamment récemment, que le Bitcoin pouvait bien devenir une crypto-monnaie dans les pays qui le décident. Donc encore une fois, ni les États-Unis ni l'Europe ne font la loi mondiale. Alors même si, encore une fois, et je le répète comme tout à l'heure, ne soyons pas naïfs, bien sûr que les États-Unis sont très très importants et bien sûr que l'Europe aussi, de par le poids économique de ces pays, leurs décisions vont être très importantes. Mais quand vous avez des pays comme le Salvador, par exemple, alors je sais bien, on va rigoler, hein, le Salvador, qu'est-ce que c'est que ce pays? Mais que beaucoup de pays d'Amérique centrale lui emboîtent le pas. Et le Salvador, qui a tout simplement décidé que le Bitcoin était une monnaie dans son pays, eh bien, dans ce pays-là, il n'y a pas d'histoire de taxation lorsque vous vendez des Bitcoins. Lorsque vous utilisez le Bitcoin, vous l'utilisez comme si vous utilisiez des dollars ou des euros. Personne ne va vous taxer là-dessus. Alors, ça, c'est un élément. Un élément qui s'ajoute à ça, c'est, vous savez, le Bitcoin, de par son statut d'ailleurs, et c'est là où ça devient très intéressant, si justement la réglementation aux États-Unis faisait que que tous les alts commencent à avoir des grosses problématiques de régulation et que le Bitcoin soit le seul à être une commodité, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir aujourd'hui, et vous savez, le Lightning Network est en train d'avancer très très fort. On n'en parle pas tant que ça du Lightning Network, mais vous le savez, c'est cette possibilité d'avoir un layer 2 sur le Bitcoin et qui vous permet de faire des transactions ultra rapides avec le Bitcoin et donc de revenir à un Bitcoin qui non seulement est une réserve de valeur, ça on le sait maintenant depuis plusieurs années, mais de revenir à ce qu'il était peut-être et à l'idée qu'on en avait il y a maintenant probablement 7, 8 ans, c'est-à-dire au tout début, qui était un instrument d'échange. Le Bitcoin, on le sait, a perdu cette qualité d'instrument d'échange et Michael Saylor ne cesse de dire que justement, c'est ce qui fait qu'il y a une grosse erreur d'appréciation sur le Bitcoin. Mais il oublie de parler du Lightning Network et il oublie qu'avec le Lightning Network, on pourrait bien se retrouver sur un Bitcoin qui non seulement fait ses preuves en tant que réserve de valeur, mais en plus reprend, je dirais, du poil de la bête en termes de monnaie d'échange. Au détriment d'ailleurs de beaucoup de projets alt
qui, s'ils deviennent tous des securities, ben, pourraient bien pour la plupart soit disparaître, soit devenir illégaux. Enfin bref, des problématiques, si vous voulez, qui commenceraient à poser de sérieux problèmes. Le Bitcoin pourrait, avec le Lightning, reprendre la part belle dans tout cet environnement. Donc, tout cela pour moi est plutôt très bullish sur le Bitcoin, même si je reste absolument convaincu que Ethereum va rester, d'ailleurs, quoi qu'il se passe dans l'environnement des altes, même si certaines d'entre elles ont des problèmes, disparaissent, etc., je suis absolument convaincu qu'Ethereum restera et restera cet étalon pour le reste de tous les projets, je dirais, alt qui sont dans l'univers des cryptos. Alors voilà, j'espère que tout ce que je vous ai dit là fait un peu de sens, que vous comprenez où est-ce que je veux en venir. C'est-à-dire que le Bitcoin a évidemment une place totalement à part. C'est clairement l'investissement le plus safe que vous pouviez faire pour vous protéger de tout ce qui se passe, évidemment. Alors là, n'en parlons pas, c'est-à-dire de tout ce qui se passe avec les monnaies traditionnelles, qui sont, comme vous le savez, mais j'ai fait une vidéo très récente pour vous l'expliquer. Et d'ailleurs, depuis cette vidéo, il est assez notable de voir que le Bitcoin se comporte évidemment à nouveau très très bien. Il est possible que nous ayons pour les mois à venir de très bonnes surprises avec le Bitcoin, si évidemment nous n'en avons pas de très mauvaises avec le reste des marchés financiers qui nous montrent des signes de grande faiblesse. Et je pense d'ailleurs que voilà, nous sommes entre les deux. Est-ce que ça va continuer à monter à l'infini, comme nous le voyons depuis plusieurs mois, ou est-ce que la Fed nous prépare un drôle de coup de Trafalgar et puis là déciderait, alors il faudrait vraiment que ce soit une décision d'arrêter l'impression monétaire, et là on aurait probablement des semaines et des mois de grosses incertitudes. Je vous avoue que j'y crois très peu, mais allez savoir, tout ça maintenant, en tout cas ce qui est sûr, c'est que tout ça est piloté par les banques centrales, par la Fed notamment, qui fait rigoureusement ce qu'elle veut avec les marchés. Donc, voilà, des marchés qui s'écrouleraient verraient évidemment tanguer également tout, hein, l'or, le Bitcoin, comme on l'a vu en mars 2020, comme on l'a vu en mai 2008, toujours la même histoire. Voilà, je ne veux pas prolonger trop sur tous ces sujets. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ces vidéos et à mettre un pouce, bien sûr. Et retrouvez-moi sur mon site internet cryptoparadise.consulting où je mets assez régulièrement un blog à jour. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.